Vous avez vu avec quelle facilité j'ai eu accès à cette population humaine si avenante et si tolérante. C'est une société non violente, égalitaire, qui partage une morale du non-excès. C'est très important. Quand on nomadise dans la forêt, on ne doit pas tout couper à tort et à travers. C'est extrêmement régulé et il faut donner un temps de reprise, de repousse à la forêt. Le temps minimum idéal est de 12 ans, c'est-à-dire une jachère qui s'appelle Toring Goban. Toring, c'est une variété de bambou qui repousse et qui redonne sa fertilité au sol. Donc la rotation est annuelle pour ouvrir un nouvel essart. Et il faut donc... tout cela n'est possible à énoncer que si on l'a vu, observé rigoureusement. Ça, c'était sur le terrain, c'était les relevés à la planchette, tel que nous le demandait, nous avait appris à le faire Bernaud. Un pas d'un mètre relevé sur la planche, sur une planche devant vous. On mesurait pas autrement. Hein. Et c'était des champs comme ça. Et ça a été fait par Charles MacDonald. Et moi, je faisais l'inventaire des plantes dans l'entour des maisons, qui est une forme à l'image de la sylve environnante. Il y a plein de plantes utiles autour des maisons qu'on ne voit pas. C'est un fouillis végétal. C'est pas du tout cultivé en jardin. Pas du tout. Ça a l'air sauvage, mais c'est tout à fait semi-protégé, des plantes semi-protégées et parfois cultivées. Mais enfin, il y a des plantes technologiques, techniques, médicinales, alimentaires, des condiments. Il y a de tout autour des maisons, dans le Lagoas, l'entour des maisons. Mais ça ne se voit pas. Il faut vraiment, point par point, les inventorier, ce que j'ai fait. Ça n'apparaît pas dans l'histoire naturelle palawane, d'ailleurs. Ces cartographies de la végétation semi-protégée, je ne l'ai pas montré dans ce travail. Il y avait aussi l'importance, évidemment, de la forêt et de la chasse à la sarbacane à l'époque. Maintenant, ils ont abandonné tout pour les dibomba ou des petits timbaks, des petits fusils. Mais enfin, si on leur met entre les mains des Armalite, là, c'est une autre histoire. Car c'est des outils des outils mortifères que l'on ne maîtrise pas du tout. Un palawan avec un double entre-nœud de bambou glissé dans un troisième est capable de tirer un oiseau à 50 mètres et de lui traverser le bec. C'est une connaissance dans la végétation, à l'écoute des oiseaux. Les oiseaux leur disent des choses. Quand beaucoup d'oiseaux se mettent à pépiller sur un arbre, c'est l'indice qu'il y a un grand python qui est par là, qu'il faut faire attention. Il le signale à l'homme. Tout ça est une relation communicationnelle intense entre les oiseaux, les hommes. Les oiseaux qui, par ailleurs, comme à Bornéo, mais peut-être moins fortement, puisqu'ils avaient développé la religion Bungan, la religion rénovée, sont des obstacles à toute motricité, toute mobilité humaine dans la vie quotidienne. À Bornéo, c'est très fort. Chez les Palawan aussi, parce que les oiseaux sont des porteurs de omen. Et si tel oiseau se met à chanter quand vous vous mettez en marche, vous avez intérêt à ne pas continuer. C'est l'oiseau couturier qui s'apode. Si un autre entre furtivement dans votre maison, ça signifie qu'il y a mort d'homme ou la folie menace un tel. Enfin, il y a plein d'indices commandés par les oiseaux. Enfin, transmis aux hommes par le vol, le cri, la trajectoire des oiseaux. Mais ça n'a pas le poids d'inhibition qu'avait l'ancienne religion chez les Kenyans, par exemple, à Bornéo. Comme je suis allée chez les Kenyans,
les Kayan et les Modang, je sais un peu, et puis j'ai lu la littérature. Si vous voulez, si j'essaie de définir le mode opérandi que j'avais in situ, je travaillais à tout venant, c'est-à-dire avec une disponibilité très grande selon les événements du hameau. Si une personne arrivait, je suspendais mon travail et j'étais à l'écoute de leur rencontre. Alors là, 3 sujets fondamentaux. Premier sujet, les maladies. On est tous malades, on se plaint. Deuxième sujet, le riz. C'est très mauvais, tout va mal, comme un paysan français. Troisième sujet, la chasse. Alors là, tout le monde part en contrepétrie, en onomatopée, et ping et pang, et tout le monde rigole, et on est content. C'est des âmes de chasseurs, et le dialogue est totalement différent. Ça c'est ce que, en tant que linguiste à l'écoute de leur discours, il fallait maîtriser la langue pour ça, j'ai pu très bien déceler. Dans les discussions juridiques, c'est tout à fait autre chose, c'est beaucoup plus compliqué. Ça commence par une fonction fatique, on parle de tout et de n'importe quoi, pour établir la communication. Ça avait été décrit par Coral Gardens, par Malinowski. Très bien. Et puis après, c'est des discours qui n'en finissent pas, avec 19 figures du discours, une rhétorique consciente. La grammaire n'est pas consciente, mais la rhétorique est tout à fait consciente. Alors tout mon travail, par l'approche linguistique, d'abord ça a été d'établir la phonologie. Comment on fait cela ? Eh bien, en intéressant les gens à ce que vous faites. C'est-à-dire que je les traitais comme des partenaires intellectuellement responsables de la découverte de paires minimales, ce qui leur donnait beaucoup de joie et d'amusement, même aux enfants. D'ailleurs, je le vois avec ma petite fille qui joue déjà avec ce jeu. Elle a 6 ans. Donc, c'était les sensibiliser à ce que je cherchais intelligemment. Et ça a fait d'eux des intellectuels dans leur propre culture. Car ce n'était pas au niveau seulement phonologique, mais c'était au niveau des objets naturels, c'était au niveau des discours, de la rhétorique. Prendre conscience de ce que l'on fait, c'est tout l'art du dédoublement. Une conscience analytique de ce que l'on fait semi-consciemment. Et c'était pour eux, je crois, un grand plaisir. Pour Roserilla, pour Massino, pour Mandoun, Usui était plus un artiste et plus un homme mystérieux. Et puis, je n'ai pas pu travailler très longtemps avec lui parce qu'il est mort prématurément. Mais avec Carmen, avec Antonita, il participait de ma recherche. Et c'est pourquoi, quand j'avais écrit l'histoire naturelle, je suis allée l'offrir, non seulement aux ancêtres, mais aux maîtres des animaux, aux maîtres des plantes, aux maîtres des poissons, aux maîtres des oiseaux. J'ai fait 3 jours d'offrande rituelle pour avoir tant pris dans leur savoir, dans la nature, que je voulais leur donner une contrepartie de ce que j'avais pris sous forme d'offrande. On n'ouvre pas un champ sans offrir à l'arbre qu'on va couper, s'il le faut, du riz. Si on chasse ça va avoir des résonances chez les Inuits. Si on chasse un gibier, on donne en contrepartie pour l'oiseau pris ou le cochon pris un mini oiseau, un petit oiseau en bois sculpté, pas en ivoire, mais en bois sculpté. Et on fait le contre-don de ce qu'il vous a donné. Ou alors, on lui chante une épopée. J'ai enregistré des épopées en hommage au maître des sangliers, en action de grâce. Et pour s'assurer de sa bienveillance, d'abord de lui donner beaucoup de plaisir. Il nous a donné le plaisir de nous donner un beau cochon,
Il faut lui donner le plaisir de l'audition d'une belle narration et en même temps s'assurer la chance, écarter la malchance. Donc vous voyez, c'est une société profondément animiste, au sens de Descola. Parce qu'il y a sur cette terre quatre grandes catégories d'humanité. Les Taobanar, vous et moi, les hommes véritables, traduction étymologique et littérale. Banar, c'est vrai. Donc les hommes véritables, vous et moi. Les Manungantao, les hommes bienveillants. Et puis les hommes Masamantao, Marat, Tao Marat, les malveillants. Les bienveillants, les hommes vrais, véritables, les hommes bienveillants, les hommes malveillants. Les bienveillants vont donner le savoir, vont donner le chant de l'épopée, vont donner les remèdes, vont vous communiquer, parce que tout ça est par intuition, par empirie aussi. Mais enfin, le chant de l'épopée, je vous l'expliquerai plus tard. C'est lié au vent dans la canopée des grands arbres, et je vous dirai ce qui flotte sur les arbres et tout ça. Mais il y avait en plus un quatrième type d'humanité que j'ai eu beaucoup de mal à cerner, mais je crois que j'y suis arrivée. C'est les Tao Kakayoan, c'est-à-dire les hommes arbres. Et tous ces quatre humanités, des collectifs d'humains, sont donc tous des Tao, des humains, donc des personnes, et ils sont dans une étroite interrelation dans le monde phénoménal. C'est-à-dire qu'ils nous donnent des choses, mais ils peuvent prendre notre âme si on déroge aux règles du non-excès, de la pondération dans la prise, si on fait des erreurs sociales comme l'inceste. Il peut y avoir de grandes représailles. C'est pourquoi l'homme mangeur, en prenant dans la nature, en chassant, en pêchant, en cultivant le riz et les tubercules dans le champ, peut être à son tour pris. Et de preneur, c'est le chapitre 2 du deuxième volume, il devient l'homme pris. Il est la proie. Et c'est une sorte d'énorme biocénose qui se met en marche sur la terre, il n'y a que des mangeurs et des mangés, comme disait Malamud en Inde. C'est le même procédé qui est à l'œuvre, mais avec une idéologie égalitaire, paritaire, du non-excès, de la compassion. Donc, si je considère tout cela, je me suis rendu compte que chacun avait une physicalité et une intériorité, perceptible ou interperceptible. Non, chacune a une série de noms propres de ces humanités, et chacune a une série de paroles. Les arbres, les paroles des arbres, ce sont les effluences. C'est tout ce qui émane d'eux. Les odeurs, les parfums, les puanteurs. Voilà. Donc, il y a une possibilité de communication entre ces quatre collectifs humains qui englobent toutes les composantes de la nature, de ce que nous appelons la nature, du monde phénoménal. Bon, ça, c'est à mon avis un animisme clair. Mais il y a aussi beaucoup d'autres valeurs, mais les valeurs fondamentales, je les ai énoncées tout à l'heure. Taban, l'entraide mutuelle. Baguer, le partage. L'obligation de tout partager. Les enfants partageraient un bonbon. C'est pour ça que j'avais des caisses comme ça de sucettes et de bonbons pour donner à chacun, mais ils le partageaient. Ganté, l'échange paritaire, et Ingasi, la pitié, la compassion, la sympathie envers autrui.
Ça, c'est les 4 valeurs fondamentales. En plus, le monde est conçu comme une pile d'assiettes, 7 niveaux supérieurs, 7 niveaux inférieurs. Dunya, la terre, le mot est sanskrit, est au centre. Mais l'homme est pris en étau entre Anduwanan, qui est dans la demeure supérieure, Ampo, qui est dans Anduwanan, la demeure supérieure, et Tandayag, qui est le dragon. Difficile à traduire, Tandayag, c'est un dragon, poisson. Enfin, il a des barbillons et, à mon avis, c'est un dragon qui vit dans les abysses. L'homme sur la terre est pris en étau par les forces qui descendent sous Anduwanan. Il y a les nuages avec le maître tonnerre. Et tonnerre déchaîne les pluies, les grands orages, les tempêtes, les éclairs. Et les Palawan ont très peur de maître tonnerre. Et je vous dirai quand ils s'ébranlent. Et d'en bas viennent les tsunamis, les déluges, l'écume, les geysers. Et l'homme est pris en étau entre ces deux forces. S'il commet l'inceste, s'il commet de graves erreurs sociales. Donc il est toujours responsable. L'homme l'homme véritable, vous et moi, avons une lourde responsabilité dans l'ordre du monde. Voilà. Donc, si j'ai déchiffré tout cela très progressivement, pensez, c'est un puzzle à mettre en place. Mais la méthode consistait toujours à revenir auprès d'eux et leur soumettre ce que j'avais écrit. Quand j'ai fait l'offrande du livre, du manuscrit, il n'était pas encore publié, ni la thèse soutenue, c'était en 83, ils ont tout vérifié avec moi. Ça, c'était indispensable à mon avis. C'était trop complexe. Et puis, c'est un savoir évanescent qui varie selon les personnes. Il faut conjuguer les savoirs de plusieurs personnes pour avoir cela. C'est pas de la linguistique stricto sensu, on fait des listes de mots, point. C'est beaucoup plus que ça. C'est ça qui demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais c'est ce qui éveillait leur curiosité à l'égard de leur propre culture. Je pense que je les ai, et Charles aussi, sensibilisés à leur propre pensée. C'est un éveil qui se fait en collaboration avec l'anthropologue et qui leur donne beaucoup de plaisir. Mais ça ne veut pas dire que tout seul on sait le faire. Les dérives de l'interprétation sont partout. Et les dérives de l'autosatisfaction ou c'est très compliqué. Donc il faut toujours pondérer ce que l'on croit savoir, découvrir. Comment je le pondère? En le confrontant à leur discussion. C'était de grandes discussions, de grands dialogues. Mais il fallait faire ça avec des hommes qui avaient beaucoup travaillé avec nous, et des femmes. Il fallait le faire avec... Je ne peux pas le faire avec des jeunes. Je ne peux plus. Il fallait une grande habitude de pensée, de relation, Quelquefois, je vois dans une jeune femme très, très intelligente et très engagée, comme passeur dans sa propre culture, je vois qu'il y a des choses qu'elle n'entend pas, parce qu'elle ne connaît pas sa propre tradition. Elle ne la connaît pas. Elle a été trop tôt exposée à l'école. Et c'est ça la difficulté. Comment garder la mémoire ancestrale tout en entrant dans une modernité scolaire, urbaine ou plus. C'est ça qui est difficile. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Ce n'est pas à moi de le résoudre, c'est à eux. Mais surtout pas à moi. Moi, je ne suis qu'un témoin dans un espace-temps de 2 générations, quand même.
puisqu'on a commencé en 70 l'histoire. On est presque en 2020, vous voyez, il y a longtemps. Donc là, vous voyez, j'aimerais pouvoir revenir, mais je serais très triste de ne pas revoir les gens avec qui j'ai si bien travaillé, d'un point de vue heuristique. Je ne peux pas retrouver ça avec des jeunes qui n'aspirent qu'à devenir des petits urbains, qui veulent de l'argent, les pauvres, c'est normal. Il faut trouver des moyens d'avoir de l'argent tout en restant eux-mêmes. Et c'est ce que font certaines organisations NGO, ONG, qui développent Non-Timber Forest Product. C'est-à-dire les résines de dammar, les rotins, le cire d'abeille et le miel. Oui, essentiellement ça. Mais ça, cet échange existe depuis des siècles. Avec les jonques chinoises, avec les musulmans. C'était le troc silencieux jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y avait des dangers de piraterie constants chaque année. Donc ils posaient sur le bord de la plage, ils se retiraient, et les autres apportaient les tissus, les coupes-coupes, les boîtes à bétel, comme j'en ai derrière, il y en a 3, qu'ils n'ont pas, les Palawans n'ont pas. Ils ne font pas le tissage du coton, contrairement aux Hanono et à certains groupes, surtout du sud des Philippines, et du nord d'ailleurs, et de Luçon. Il n'y a pas le tissage. Pourtant, le créateur, c'est le tisserand du monde. Et il tisse 7 fils d'or. Voilà. Donc, si vous voulez, l'idée du partage, je l'ai mis en œuvre dans l'acquisition du don qu'ils me faisaient de leur savoir et dans la réciprocité de mon contre-don. Je leur expliquais ce que j'avais écrit de ce qu'ils m'avaient enseigné. Et là, il y avait des discussions intéressantes et surtout pour eux des prises de conscience pointues de leur propre connaissance, de leur propre intellectualité. C'est ça que j'ai aimé dans ce travail. C'est ce type de partage-là. Donc Fleur de Parole a été un immense chantier, mais oui, c'était sur la sémantique. Quel est le sens que ces hommes donnent à leur univers? Mais ce n'était pas sous une forme à la Condominas, narrative, extrêmement précise et poétique. C'était sous une forme un peu austère que Goody avait condamnée dans La raison graphique, en disant il n'y a pas de logique classificatoire. Je pense qu'il y a une logique classificatoire dans les sociétés traditionnelles, mais que... Et alors, là, c'était fondé, les plantes, c'était des relations de parenté, avec des oppositions aussi de chaleur et de froideur, différents paradigmes, mais il y avait la possibilité, alors, which came first, the chicken or the egg? Est-ce que c'est la société qui a influé sur leur mode de classification des plantes ou vice-versa? Je ne le sais pas. Mais il y avait... les plantes se classaient en masculin-féminin. Il y avait la femelle et le mâle d'une plante et une relation de parenté, de cousinage, et si ce n'était pas une parenté forte, c'était une relation de compagnonnage. Donc, c'est une forme classificatoire, quand même, du monde phénoménal. Et j'ai ordonné ça, mais ça n'a pas plu à tout le monde, loin de là. Pourtant, je l'ai fait sous garantie, je peux dire, sous leur garantie. Mais ce n'était, si vous voulez, j'aurais pu écrire tout à fait différemment.
la relation de ces hommes à l'environnement. Je l'ai écrit dans certains articles, comme la nature et l'inspiration créatrice, qui est dans le document, le catalogue de l'exposition philippine qui a eu lieu au musée du Quai Branly il y a quelques années. Là, j'ai expliqué les choses, tout comme je l'ai expliqué dans l'article que je vais, la conférence que je vais faire, ou quand j'ai fait la conférence chez Descola. Là, j'ai expliqué les choses autrement. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelle a été... Il y avait un séminaire que faisait Lévi-Strauss qu'il a fait avec Godelier, avec Barrault à une époque. J'y ai participé. Il y a eu un séminaire qui a eu lieu avec Bresson, qui était professeur de psychologie, auquel j'ai participé aussi, et qui travaillait beaucoup sur la mémoire, l'esthétique et tout ça. C'était formidable. C'était l'interdisciplinarité dans les séminaires. Il y a eu un séminaire d'une année, chaque fois, qui a eu lieu, dont a été responsable Maurice Godelier, sur le travail et ses représentations. Là, j'ai fait un séminaire aussi. Chez Lévi-Strauss, tout ça, c'était chez Lévi-Strauss. Et puis, donc moi, j'ai pris là l'habitude de faire des séminaires. Très différents les uns des autres. Mais avec des thématiques, ou semestrielles, ou annuelles.